Alors, habituellement, je déteste faire du sport. Les seuls sports que j'accepte de faire, c'est la natation et la danse. Sauf que comme il y a le Covid, la natation, c'est pas trop possible parce que les piscines sont fermées. Du coup, je dois me rabattre sur la danse. Et pourquoi j'ai besoin de faire ça? Parce que justement, j'ai besoin d'évacuer toutes les émotions, toutes les pensées envahissantes. J'ai besoin de sentir mon corps vivre, se défouler. Et du coup, je mets des chansons qui me... vraiment, qui me donnent envie de bouger dans tous les sens, de me dépenser et qui me mettent de bonne humeur aussi. Je pense qu'un truc qui est important, c'est d'y aller sans objectif particulier, si ce n'est juste le fait de se défouler. Je sais qu'il y a des gens que quand ils font du sport, ils ont besoin d'avoir un objectif de perte de poids, de prise de masse ou je ne sais quoi. Moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Le seul but que je vise en fait quand je me mets à danser tous les jours, c'est d'évacuer, sortir ce qui va pas et me sentir bien à la fin. Donc voilà, pense juste à ça. Pense juste au fait qu'il y a des choses qui doivent sortir et que c'est toujours mieux dehors que dedans. Quelque chose que je recherche beaucoup aussi dans les artistes que j'écoute, c'est qu'elles m'inspirent, qu'elles me transmettent de la puissance, de la force, de la confiance en moi. Parmi elles, je pense à Shai, Kali Uchis, Megan Thee Stallion et bien d'autres. Parce que c'est des meufs en fait qui te font sentir... tu vois, genre t'es galvanisée quand tu les écoutes, tu te sens forte, tu te sens... je sais pas comment dire, mais bad bitch mood quoi, tu vois. Et j'adore, et du coup, ça m'aide aussi beaucoup à me réveiller, tu vois, à ne pas me laisser justement apitoyer, ne pas me laisser abattre par... le moment difficile que je suis en train de vivre et juste à me rappeler en fait de ma valeur, de ma capacité, de mon pouvoir et ces meufs là franchement, je les adore. J'ai fini mon sport, j'ai pris ma douche et maintenant je vais m'attaquer à un immense tri, un immense rangement de tout ce que je possède. J'ai remarqué que ça fait plusieurs années déjà que quand je vis un moment charnière dans ma vie, j'ai comme besoin de faire vraiment une mise à plat de toutes mes possessions et de donner ce qui peut être donné, jeter ce qui peut être jeté et recycler ce qui peut l'être. C'est d'ailleurs le cas de ce meuble. Là pour le coup en fait c'est juste un meuble qu'il y avait chez ma mère qui n'était pas à moi, mais je vais le réutiliser pour justement genre pouvoir réorganiser certaines choses que j'ai. Et ça me permet vraiment de repartir sur quelque chose de neuf. J'ai vraiment besoin de marquer un avant et un après, non seulement dans ma personne, dans qui je suis intérieurement, mais aussi dans ce qu'il y a matériellement autour de moi. Et ça m'aide vraiment à avancer tout simplement, à laisser au passé ce qui appartient au passé. Ça veut pas dire que je vais forcément jeter ou éradiquer tout ce qui a pu faire partie de ma relation, en fait, pas du tout. Mais de juste créer un environnement en fait qui me fasse sentir bien et pas qui me rappelle constamment la situation dans laquelle je suis. Donc je pense qu'un des bons moyens pour ce faire, c'est par exemple les souvenirs, les choses qui te rappellent beaucoup ta relation et tout, tu peux les garder dans un endroit qui soit pas forcément à ta vue quotidiennement, mais juste que tu peux décider de ressortir dans des moments où tu en aurais peut-être besoin, tout en ne l'ayant pas constamment sous le nez, parce que c'est vrai que ça peut faire mal, par exemple des photos, des objets, des trucs comme ça. C'est vrai que, par exemple dans mon téléphone, j'ai pas encore fait ce tri, mais dans mon téléphone il y a tellement de choses que je dois ranger dans un disque dur quelque part, parce que ça me fait toujours quelque chose en fait d'ouvrir ma galerie de photos et tout. Bref, du coup voilà, je vais m'attaquer à ce meuble, je vais l'aspirer, le nettoyer et le repeindre. Et ensuite je vais finir du coup de ranger tout ce que j'ai encore ici à mettre dans mon nouvel environnement, dans ma nouvelle chambre. J'utilise absolument pas le bon produit pour le nettoyer, mais je m'en fous parce qu'en fait mon but c'est juste que la peinture elle puisse tenir sur une surface qui soit propre. Donc en vrai c'est juste pour enlever un peu la poussière et la crasse qu'il y a dessus, mais j'ai pas besoin que ce soit genre désinfecté au max, t'as vu? Ok, c'est parti. Ah, ça fait me chier. Oh putain, mais il est pas bon ce truc. Ah, ça le fait pas du tout là. Putain, je vais en foutre partout. Los pigmentos. Merde. Je pense que je vais mettre la caméra dedans parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer, ok? Donc vas-y, à toutes. Oui. Je vais compter jusqu'à 3. Attention. Un trauma.
Je peux biper Owen si j'ai besoin d'aide. Tu peux toujours aller gagner ton Harper Avery. Quand on vit des moments importants et difficiles d'un point de vue personnel, c'est vrai que c'est important d'essayer de se comprendre, de prendre du recul, de s'analyser, de faire face à nos émotions, même si elles sont négatives, etc., dans le but d'avancer tout simplement. Mais je pense que ça, c'est tout aussi important que de trouver des activités de distraction, de pur plaisir, en fait, juste des bulles d'air dans lesquelles il n'y a aucune finalité autre que de se détendre. Ces bulles d'air, elles servent juste à avoir des moments de répit, des moments de pur plaisir, de détente, dans lesquels on va pas commencer à se triturer le cerveau dans tous les sens, dans lesquels on va pas commencer à ressasser énormément de choses, mais juste où on se donne l'occasion, tu vois, de se vider la tête, sans pour autant tomber dans l'autre extrême. Parce que le but, à mon sens, c'est de trouver un équilibre entre ces deux choses, c'est-à-dire que il faut pas tomber dans l'obstination, l'auto-analyse perpétuelle constante, parce qu'au final après on tourne en rond et ça nous fait pas du bien, tout comme il faut pas uniquement fuir et se distraire de ses émotions, parce qu'après on risque de passer à côté de certaines choses importantes et de ne pas guérir certaines blessures qui doivent l'être. Donc à mon avis le challenge c'est vraiment de savoir écouter ses besoins, de se dire ok, là maintenant c'est pertinent que je me pose face à mon ordinateur, ou que je fasse une thérapie, ou que j'essaye de faire une mise au point de ce que je ressens et de vivre vraiment les émotions que je dois vivre. Et en parallèle, savoir reconnaître les moments où la seule chose dont on a besoin, c'est d'arrêter de réfléchir et de juste se focaliser sur un truc qui fait du bien. Et moi, justement, là où je trouve un moment de bulle d'air, c'est la série Grey's Anatomy. Ça pourrait être une autre série. De manière générale, j'aime beaucoup les séries. Les films, c'est pas du tout mon truc, mais alors, les séries, je peux les regarder, mais en long, en large et en travers. Je l'avais commencé quand j'étais plus jeune, je m'étais arrêtée genre à la saison 7 ou 8. Et là, ça faisait plusieurs années que je la regardais pas, et j'ai décidé de tout recommencer, sachant que c'est une série qui a genre 16 saisons, c'est énorme, et genre chaque saison a 24 épisodes. Du coup, c'est un peu genre une bulle d'air inépuisable, tu vois. Genre, je sais que j'en ai pour longtemps encore avant de la terminer. Et j'ai un grand attachement pour les personnages, ça me rappelle énormément de souvenirs de quand j'étais ado et tout. Donc, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Après, je pense qu'il faut faire gaffe, si t'aimes bien les séries, de bien choisir celles que tu vas regarder, parce que y en a qui peuvent justement venir te titiller, te triturer la tête dans le mauvais sens du terme. Par exemple, je sais que là, en ce moment, faut pas que je regarde une série comme Black Mirror, par exemple. Parce que Black Mirror, c'est typiquement le genre de série que quand je l'ai terminée, à la fin, je suis pas bien, ça m'angoisse, je fais des cauchemars après, même si je la trouve super et super intéressante, mais juste là, la bulle d'air, c'est pas ça, tu vois. Donc là, je regarde Grey's Anatomy, j'ai pensé aussi, j'hésitais entre Grey's Anatomy et Desperate Housewives, mais au pire, je regarderai Desperate Housewives quand j'aurai terminé Grey's Anatomy. Mais d'ailleurs, si t'as des conseils de séries qui justement font cet effet bulle d'air, détente, vider la tête, tout ça, je te laisse me faire des recommandations dans les commentaires, parce que je cherche vraiment des trucs qui me fassent rire, tu vois, qui me procurent des bonnes émotions, même si, ok, genre Grey's Anatomy, des fois c'est un peu tragique et tout, on est bien d'accord, mais grosso modo, voilà, mon but c'est de passer du bon temps. Donc si t'as des conseils de série, je prends, et voilà, je retourne à mon épisode. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Comme tu peux le voir, c'est pas tout à fait terminé, mais bientôt. Pour finir, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Là, il va être 17h et j'ai encore des trucs à faire, mais bon, tant pis. Du coup, je me suis dit que j'allais lire en attendant que ça sèche pour pouvoir continuer. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire La pensée straight de Monique Wittig, et j'en suis presque à la fin. Ça fait partie de mes favoris post-rupture et je vais t'expliquer pourquoi. Et juste après ce livre, je compte rester dans la même thématique en lisant Le génie lesbien d'Alice Coffin, que je n'ai pas encore commencé, mais je pense que c'est des livres qui probablement vont faire écho l'un à l'autre. Enfin, c'est une supposition, j'en ai aucune idée, mais bon, ça parle dans tous les cas de lesbianisme. Et pourquoi ça fait partie de mes favoris post-rupture? Tout simplement parce que je pense qu'il y a une multitude de raisons qui ont mené à cette situation aujourd'hui. Donc la majorité des raisons de notre séparation, c'est des raisons personnelles, c'est-à-dire qui concernent nos individualités propres à moi et à la personne avec qui j'étais. Donc des soucis qu'il y avait vraiment entre nous par rapport à nos personnalités, par rapport à nos histoires, par rapport à nos interactions entre nous. Mais il y a aussi des raisons qui dépassent en fait
qui nous sommes, et ce sont des raisons plus d'ordre politique et social. En l'occurrence, pendant de très nombreuses années, j'ai fréquenté des hommes, j'ai été dans des relations que je qualifierais de configuration hétéro, même si je ne suis pas hétéro moi-même, et que je ne l'ai jamais été d'ailleurs, mais pendant beaucoup d'années, j'ai entretenu des relations qui du coup avaient cette composition hétérosexuelle, puisque je suis une femme, s'il te plaît Maya, puisque je suis une femme et que je sortais avec des hommes. Et donc, ça fait maintenant 8 ans que j'entretiens ce type de relation. J'ai eu un premier copain pendant 2 ans et demi, après j'ai eu... Non, s'il te plaît! Avant ma première relation de couple, j'étais déjà tombée amoureuse d'un homme. Ensuite, j'ai eu cette relation qui a duré 2 ans et demi. Après la rupture, j'ai fréquenté une majorité d'hommes. Et ensuite, j'ai rencontré la dernière personne de qui je suis tombée amoureuse, avec qui je suis restée du coup pendant presque 4 ans. Et ça veut dire que pendant 8 ans, j'ai majoritairement vécu des relations dans une configuration hétérosexuelle, à nouveau, même si je ne le suis pas. Et ce que j'en conclus après 8 ans de relations de ce genre, c'est qu'en fait... il y a dans toutes ces relations un déséquilibre qui se crée de par le fait que je suis une femme en relation avec un homme à ce moment-là. Et ce déséquilibre, en fait, il dépasse la personnalité individuelle des hommes avec qui j'ai été. Je suis pas en train de dire que tous étaient toxiques ou quoi que ce soit. Non, j'ai eu vraiment des belles relations. D'ailleurs, la plus belle relation que j'ai vécue, c'est celle-là que je viens de vivre là, qui a duré presque 4 ans. Du coup, j'ai pas de regrets par rapport à ça, mais j'ai constaté, après toutes ces années, que il y avait une constante, un inconfort en fait, qui ne changeait jamais, et qui venait du fait que le problème, c'était pas forcément l'homme avec qui j'étais, mais c'était le fait qu'il soit un homme. Je sais que ça peut paraître choquant dit comme ça, mais il y a vraiment ce truc où je me suis toujours sentie opprimée dans ces relations, même quand la personne était adorable, sensible, gentille, à l'écoute, avec énormément de qualité, parce que, après c'est mon interprétation et celle de beaucoup d'autres personnes, hein, je comprends qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais il y avait toujours cette forme de pression du fait que je restais une femme dans un couple hétéro et que, entre guillemets, par définition, ça me mettait dans des situations inconfortables, des situations dans lesquelles j'étais pas bien et que des fois j'arrivais pas à identifier en fait le mal-être, et j'ai fini par comprendre que peut-être que ce mal-être il n'avait pas grand chose à voir avec qui je suis et qui ces hommes-là étaient, mais plutôt avec la dynamique de la relation, qui est donc une dynamique hétérosexuelle. J'en parlerai plus en détail dans des vidéos spécialisées à cette thématique, notamment j'aimerais parler du concept théorisé par Adrienne Rich d'hétérosexualité forcée, aussi parce que je vais te faire une revue du coup de ce livre, je le tiens à l'envers, de ce livre du coup, La pensée straight, qui parle de ça. Donc je vais pas déjà spoil le contenu du livre, mais du coup en effet ce livre me permet de prendre du recul sur ma relation, de comprendre certaines choses avec un point de vue plus distancié et moins douloureux, parce que même si en effet il y a énormément de raisons émotionnelles, personnelles par rapport à notre histoire, à nous, qui entrent en jeu et qui me rendent triste. Il y a aussi des raisons qui sont entre guillemets plus froides, plus distantes, plus politiques justement, et ça m'aide à prendre un peu de la distance avec la situation, à la comprendre avec un point de vue différent, et à rééquilibrer les choses. Je parlais tout à l'heure du fait de trouver un juste milieu entre se distraire et faire face à ce qu'on vit. Là c'est un peu pareil, j'essaye de trouver un juste milieu entre les raisons qui ont mené à cette situation, qui sont d'ordre purement personnel, et les raisons aussi qui me dépassent et qui sont plus d'ordre social. Et ça m'aide beaucoup de voir les choses comme ça, parce que ça me permet de vraiment réfléchir à de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me posait problème, pourquoi est-ce qu'il y avait certaines choses qui ne me rendaient pas heureuse, et de ne pas me culpabiliser trop, ni moi ni lui, pour des choses en fait dont on n'est pas coupable personnellement, mais juste qui font partie de notre environnement, de notre manière dont on a été éduqué, de comment la société nous a fait, et donc d'avoir aussi une manière d'apaisement. Pour moi, ça m'apaise un peu de voir les choses comme ça. Et du coup, vraiment, ça me fait du bien en fait de lire ce livre. Et je pense que justement dans le génie lesbien, il y aura sûrement des idées complémentaires et nouvelles qui vont m'aider aussi à vraiment construire ma pensée là-dessus. Donc voilà, j'ai hâte de te parler de ces bouquins.
Du coup, je suis sortie un petit moment avec une amie et ensuite je suis rentrée et j'ai avancé un peu les trucs que j'avais à faire pour mes cours. Et là, je vais me coucher, sauf que tu sais, quand tu t'es habitué à dormir avec quelqu'un pendant longtemps, presque tous les soirs, bah, c'est dur de se réhabituer à dormir seul. D'autant plus que moi, avec la dépression que j'ai eue en début d'année et le fait que bah, de base je suis quelqu'un d'extrêmement anxieuse, et le moment du coucher c'est jamais quelque chose de très évident, disons. J'ai tendance à me retourner dans tous les sens, parfois pendant plusieurs heures, à me triturer le cerveau et tout avant de pouvoir dormir. Et là, en début d'année, quand j'étais en dépression, en plus, je souffrais énormément d'insomnie, donc c'était vraiment un enfer. Et le fait de pouvoir s'endormir à côté d'une personne qu'on aime, et bah, ça aide beaucoup à s'apaiser, à juste s'endormir sereinement, quoi, plus facilement. Donc j'appréhendais énormément le fait d'arriver ici chez ma mère et de devoir me réhabituer à dormir seule. Et je suis tombée sur les vidéos de Benjamin Lubzinski, qui est, si je ne me trompe pas, un psychologue et coach qui fait des vidéos en fait d'hypnose pour se relaxer. Et son truc, c'est justement le sommeil. En fait, il parle beaucoup de ça. Je crois qu'il a même écrit un livre sur le sommeil. J'étais déjà tombée sur ses vidéos il y a un temps, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur son travail. Et donc, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre à tester, quoi. Et franchement, ça marche super bien. Je suis hyper réceptive à sa voix, à sa manière de mener à la relaxation et tout. Et franchement, j'apprécie énormément. Ça me fait beaucoup de bien. Et c'est la première fois que un élément extérieur, entre guillemets, me permet de m'endormir aussi facilement, qui ne soit pas une substance psychotrope. Faut savoir que aussi pendant que j'étais en dépression, j'ai fait des sortes de cures avec des somnifères à 3 reprises et ça marchait même pas comme je le voulais. En fait, ça marchait plus le matin. C'est-à-dire que le matin, j'avais du mal à me réveiller tout simplement et ça me permettait de m'endormir aussi d'une traite pendant la nuit. Mais par contre, le moment de l'endormissement, ça me faisait pas trop effet. Et du coup, j'avais un peu lâché l'affaire avec l'aide au sommeil. Je m'étais un peu résignée au fait de galérer à m'endormir. Et j'étais super choquée de voir que j'arrive à m'endormir avant même de terminer les vidéos de ce monsieur Benjamin Lubzinski. Et c'est trop bien, franchement, ça fait un bien fou, ça m'apaise, ça me détend. Donc vraiment, je te conseille vivement de tester. Là, je vais mettre une que j'aime beaucoup. J'ai tendance à réécouter celles qui ont marché. En l'occurrence, là, celle que j'aime bien, c'est l'hypnose anxiolytique. On se demande pourquoi. Je crois que hier, c'est la première fois que j'ai réussi à écouter jusqu'à la fin. Après, je me suis quand même endormie. Mais sinon, la plupart du temps, je m'endors au milieu de la vidéo, quoi. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que autant ça peut servir pour s'endormir, autant ça peut être juste utile pour se détendre, se relaxer, pour prendre un moment de repos tout simplement, même en pleine journée. Quand tu veux en fait, c'est franchement cool et il a plusieurs formats de vidéos, il y en a qui durent genre 12 minutes, d'autres qui durent 45, enfin bref, trop bien. Donc franchement je conseille. Du coup je vais arrêter ce vlog ici. Si jamais t'as envie de voir d'autres vlogs de ce genre sur ma chaîne, il y a une playlist dans la description avec les autres que j'ai fait. Si tu veux soutenir mon travail pour que je continue à faire mes vidéos de manière indépendante, tu peux faire un tour sur mon profil Utip et me faire un petit don. Même 1 €, ça fait la différence au quotidien pour moi. Du coup, merci beaucoup si tu y penses et merci beaucoup aux personnes qui le font déjà. Ça me touche infiniment et voilà. Ce vlog touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que ça a pu te donner quelques idées si justement tu vis un moment similaire et que tu rencontres peut-être les mêmes difficultés. Moi, je vais écouter la vidéo là dont je te parlais et puis on se retrouve bientôt. Il faut simplement se centrer sur ce qui nous entoure. Ce soir, c'est ma voix qui vous accompagne.